C'est fou quand on réfléchit le voyage de la gnose à travers les époques, à travers les différentes traditions, les cultures, les pays. Quand on commence à penser à ça, on voit que ce voyage, il a débuté il y a des millions d'années peut-être. En tout cas, en ce qui nous concerne ici en France, ce voyage, il a commencé à notre époque par le travail du vénérable maître Samael. Et ça, c'est une réflexion qu'on aimerait aborder ce soir avec vous. Comment la gnosis s'est développée en France et dans les pays francophones. Donc, bienvenue à ce podcast de notre association culturelle gnostique Samael Laxmi. Et ce soir, nous avons la chance d'avoir un nouvel intervenant, Jean-François. Bonsoir. Bonsoir. Alors, moi, j'ai découvert la gnose à travers les livres de Samael qui ont commencé à être diffusés fin des années 80. Et je les ai redécouverts en fait sur Internet à la fin des années 2005-2010. Et on a eu la chance en fait de pouvoir accéder à tous les livres de Samael qui étaient numérisés. Et moi, donc, j'ai créé le forum du phare gnostique, où je m'appelle Gémani, mais mon vrai prénom, c'est Jean-François. Et ça fait donc 15 ans que le forum du phare gnostique existe. Et donc, nous avons classé par thème les passages des livres de Samael, afin que ceux qui ne connaissent pas puissent accéder plus facilement à l'information. Voilà. Et peut-être pour donner d'autres perspectives, je crois que même le maître Samael nous avait dit que la gnose, pour s'installer dans les pays francophones et en France, devait passer par d'autres pays auparavant. Mais peut-être, Itziar, tu pourrais nous parler de ça, de ton expérience, puisque tu viens d'Espagne. Oui. Vous pouvez bouger le microphone aussi. Oui, à l'histoire de la gnosis, c'est que pour arriver en Europe, le maître Samael a dit que les îles Canaries étaient comme un pont pour arriver. Et bon, on a l'expérience d'être là pour plusieurs années et on peut constater que c'est vraiment comme un lien entre l'Amérique du Sud et l'Europe parce qu'il a comme une mixture, un mix de la culture, un mélange, oui, de la culture d'un côté et de l'autre. C'est très intéressant. C'est comme un pont énergétique. Et c'est marrant parce que en connaissant la gnosis ici en France, en fait, au début, il n'y avait pas vraiment une mission établie dans toutes les régions. Enfin, c'était surtout à Paris. Et l'intéressant, c'est de voir que maintenant, nous sommes en train de diffuser la gnosis à l'époque actuelle dans différentes régions grâce justement à la plateforme, aux différentes plateformes et aux outils que nous propose Facebook, etc. Et YouTube, puisque vous nous retrouvez sur cette plateforme. Donc peut-être Fernando, tu pourrais nous parler aussi de ça. Bonsoir Fernando. Bonsoir à tous. Bonsoir Itzia, Andrea, Jean-François. Bienvenue au canal de la gnosis Samael Laxmi. C'est un grand plaisir de recevoir Jean-François qui va apporter beaucoup dans une perspective qu'il y a eu directe pour la diffusion de la gnosis depuis plusieurs années. Et aussi nous avons Mathias dans la partie technique, si tu veux dire un bonsoir. Bonsoir à tous. Donc il y a la première impression qui m'arrive, c'est que derrière tout ça, parce que nous avons tous la chance à un moment donné de notre vie de connaître la gnosis, la connaissance, la lumière de l'ère du Verseau, à travers le maître Samael, personnellement quelques-uns, et d'autres comme nous, peut-être qui sommes ici, à travers ces missionnaires, ces livres, ces instructeurs. Donc la forme comme on la connaît la gnosis, c'est toujours un peu mystérieuse, j'imagine. Mais on doit reconnaître aussi que derrière tout cela, il y a un grand effort des personnes qui ont eu le courage de se lancer à l'étude d'une sagesse qui normalement va contre la courante de la mécanique et contre la courante de l'entropie. Donc j'aimerais aussi écouter beaucoup de votre expérience aujourd'hui et aussi pouvoir donner la mienne, notre sentir. Peut-être si on peut commencer justement en réfléchissant
au sujet de la prophétie du maître Samaël quand il dit que la gnosis, pour qu'il puisse arriver à l'Europe, elle doit passer pour 2 endroits particulièrement dans son voyage. Le premier, c'est Canada. Donc le maître Samaël dit publiquement la gnose doit venir à Canada et de là-bas faire les sauts à l'Europe. Et dans d'autres passages, il dit elle doit passer par l'île Canaria. Donc, j'imagine, et peut-être vous pouvez donner votre avis, votre compréhension. L'île Canaria correspond à la partie ésotérique, la partie énergétique. Le maître Lakshmi avait parlé des choses, peut-être Ritziar, tu as vu ça, vous êtes même vécu plusieurs années dans l'île Canaria. Donc, il y a une partie énergétique. Et du Canada, ça va être Jean-François qui peut nous donner peut-être un rapport. Parce que dès là-bas sont venus les livres traduits, de mettre la première traduction, que c'est un grand effort qu'a fait Baudouin, non? Pour qu'il arrive. Donc on va commencer par la partie du Canada, c'est-à-dire la partie de préparation, de langage. Pour qu'on puisse comprendre la gnosis, on doit parler un langage en commun dans les pays francophones. Donc il y a eu tout un travail de traduction. Donc Jean-François, peut-être tu peux nous... Alors, en fait, moi, les premiers livres sur lesquels je suis tombé et que j'ai connu l'enseignement de Samael Aunoéor, c'est les livres de Ganesha, qui ont été publiés par André Baudouin, donc qui provenaient du Canada, du Québec. Et c'est grâce à ces livres, en fait, que j'ai découvert la gnose. Et donc, je pense donc que la France a reçu l'enseignement de Samael grâce au Canada. Le Canada était la plaque tournante à partir de laquelle ça s'est diffusé en France. Est-ce que tu as connu André Baudouin personnellement? Pas du tout. D'accord. Par contre, André, tu as connu sa sœur? Et en fait, curieusement, c'est intéressant parce que le maître Samael disait qu'il fallait passer par 2 pays justement pour que la gnosis, elle puisse entrer en Europe, elle puisse être diffusée en Europe. Et c'est exactement ces 2 pays par lesquels je suis passée. Je suis allée au Canada et je suis allée en Espagne pour trouver des instructeurs. Et je suis restée 1 mois et j'ai reçu des cours de la sœur d'André Baudouin, elle s'appelle Danielle. Et je suis vraiment aussi très reconnaissante du travail de traduction qu'a fait André et du travail de diffusion que sa sœur a fait et continue à faire à Montréal. Je me rappelle quand on était à New York, on était déjà dans l'association qui correspondait au Lumen de Lumne, disciple de Vénérable Maître Lakshmi. Et la distance n'est pas trop grande, donc on a appelé, je t'appelle ça, on a appelé, comment ça s'appelle? Daniel. On a appelé Daniel. Elle était super gentille, elle a ouvert la porte, on pouvait aller rendre une visite, parler de la gnosis. Elle a dit on ne va pas mélanger les choses institutionnelles, bien entendu, on va se respecter, mais on nous a donné une belle impression. Finalement, cette visite n'a pas été cristallisée. Mais c'est un grand effort parce que je pense qu'ils ont traduit au moins 90% de livres de Maître Samael. Et si je peux, je vais être reconnaissant. Vous pouvez tourner comme ça quand vous parlez l'une et l'autre. Reconnaissant au Maître Samael parce que la vision qu'il avait pour voir à futur, c'est incroyable, vraiment. Ouais. Parce qu'il n'y a pas, je ne sais pas Jean-François, mais maintenant il y a d'autres personnes qui travaillent avec des traductions, mais ça a pris quelques décades que ça dépendait presque exclusivement du travail du Canada, non? Oui, il y a eu d'autres personnes quand même qui ont travaillé sur Internet et qui nous ont apporté donc les traductions des autres livres. D'accord. Et c'est pour ça qu'on est arrivé jusqu'à 53 livres de Samael, mais certains ont été écartés parce qu'ils auraient été écrits par des disciples. Alors on en a un peu moins maintenant qu'on considère écrits par Samael, mais c'est une collection magnifique. Sans compter tout le travail qu'a fait la GEAC avec les conférences du 5e évangile, qu'il ne faut pas oublier non plus. Et ça nous fait des ressources documentaires incroyables quand on y pense. Et on a aussi, pour ceux qui veulent voir le maître, on a des vidéos du maître qui nous a fait certains sujets.
il était reçu à la télévision. En fait, il voulait vraiment, de son vivant, il savait qu'il fallait passer par la télévision, se faire connaître par tous les médias possibles. Et s'il avait su qu'un jour il y aurait Internet, il aurait sûrement voulu que la gnose soit diffusée par Internet, parce que c'est le moyen de toucher le plus de monde possible. Et on voit bien que maintenant, après la France, il y a eu l'Afrique, la Russie, c'est allé jusqu'en Inde, et il nous a dit qu'à la fin, il faudra que ça arrive en Chine. Et c'est ce qu'on attend tous, c'est que ça soit sur toute la planète, que tout le monde ait accès à cette connaissance. Le mois de juin, à propos, ça va commencer un cours pour les Japonais. Il y a un frère gnostique de la Suède qui travaille avec des Japonais. Il est vécu au Japon, donc elle parle, je pense que parfaitement, très très bien. Il a déjà des élèves, des personnes qui ont connu la gnosis, qui veulent participer dans le cours, donc il est en train de préparer et tout organiser. Et le maître Samael, vraiment, comme disait Etiar, il a vu des choses d'une façon très précise. Parfois, c'est une question aussi qui ça nous échappe de la partie physique, mais il y a des séquences dans la mission. On ne peut pas commencer la mission peut-être dans un pays sans avoir arrivé à cristalliser la mission dans un pays X précédent. Par exemple, le maître Michael disait, on ne peut pas aller en Inde. On a 3 personnes en Inde qui suivent la deuxième chambre, on va dire. Il disait, on ne peut pas aller en Inde avant d'avoir établi la mission précisément en Égypte, parce qu'il y a une séquence de sub-races. Donc les sub-races qui suivent dans les contre-horaire. Donc la sub-race gréco-romaine, on a bien établi la gnosis. Donc maintenant, on doit passer par l'Égypte. Et une fois que la présence ésotérique d'une deuxième chambre est cristallisée, on a l'avis favorable pour passer à une deuxième chambre en Inde. Et tout marche dans cette direction. Et déjà, ça commence à surgir la première sub-race qui serait toute la partie orientale que le maître Samael avait prophétisé, que le point central, la basis va être au Japon. Ouais, il avait dit ça. Donc là, on commence à voir comment ça bouge. C'est miraculeux. J'aimerais savoir un peu, Etiar, si tu peux donner une vue peut-être plus directe de la partie ésotérique qui a correspondu à accomplir la Canaria Tenerife. Oui, bon. Canarias et plus concrètement Tenerife, parce que c'est l'île où la gnosis est arrivée en premier. C'est de l'ancienne Atlantide, sont les restes de l'Atlantide. Donc, il y a une énergie très spéciale. Il y a le Teide, que c'est la montagne la plus haute d'Espagne. Et on peut ressentir qu'il y a une énergie différente là-bas. Et le maître, il a dit même que quand il partirait en corps physique, il resterait dans l'île. Et c'est curieux parce que dans l'île, il y a une montagne qui c'est la montagne de Mars. Il y a une relation énergétique aussi avec les maîtres. Super intéressant. Ça me vient à l'esprit une histoire que peut-être vous connaissez, je ne sais pas. C'est un disciple de maître Laxmi qui a raconté. Il avait connu un disciple de maître Samael directement. Et cet disciple, à l'époque de maître Samael, le maître Samael avait demandé les faveurs d'aller à Tenerife, les Canaries, pour établir la gnosis. Déjà à l'époque, qu'il disait, avant d'aller en Europe, on doit passer pour l'île Canaries et pour le Canada. Et il y a un jeu de mots que peut-être en français on ne comprend pas, mais en espagnol, ça n'a rien à voir parce que les noms, ça n'arrive pas par là, mais Tenerife, c'est tener fe, c'est avoir foi. Ok. Donc, il y avait justement l'histoire à voir avec ça. C'est un frère, un disciple de maître Samael, qui est venu à Tenerife pour établir la gnosis, mais je ne sais pas pourquoi, pour les situations de la vie, il n'a pas abouti. Et à un moment donné, il a jeté l'éponge. D'accord. Il a jeté l'éponge
Elle a dit non, j'arrive pas. Et le maître Samael l'avait demandé personnellement. Il a dit c'est ta mission. Il a pas réussi. Et un jour, quand il a pris la décision de que ne pouvait pas le faire, et il est allé à la plage. Vous avez entendu parler de ça? Les bateaux. Oui, oui. Tu peux me corriger hein, si je ne suis pas précise. Je ne vais pas citer son nom, je ne me rappelle même pas. C'est pas peut-être le plus vivant. Ça doit être un monsieur très âgé aujourd'hui. Et quand elle est à la plage, elle voit un bateau avec quelqu'un qui les fait comme un signe de au revoir. C'était le maître Samael. Comme en disant, bon, je sais pas, au revoir. Et après sont arrivés d'autres. Et d'autres. Et à un moment donné, sont arrivés d'autres missionnaires qui ont une grande reconnaissance aussi. Quelques-uns ont été nos instructeurs à l'époque de l'Umain, de Venezuela. Ils ont arrivé à cristalliser une plateforme énergétique et spirituelle pour faire les sauts en Europe. Bien sûr que le dialogue que nous avons aujourd'hui ne va pas trop intéresser aux débutants, mais le maître Laxmi après il a dit que Tenerife jouait, si on imagine l'Europe comme une personne, on pourrait imaginer que Tenerife serait comme un chakra, c'est le chakra du coccyx. C'est celle-ci qui va envoyer la puissance pour que puisse apparaître la lumière dans d'autres chakras. Donc, quand on voit le Kundalini. Donc, dans l'Amérique du Sud, cette mission a été accomplie en Colombie, où se trouvait le Summum Supremo Sanctuary. C'est le premier centre ésotérique des lumières que le maître Samael a fondé. C'était sa basis, c'était son coccyx, et du coccyx de Summum arrivait la lumière aux autres. Bon, donc il y a toute une séquence. Et le maître Michael, maintenant, il dit que l'énergie a passé un peu plus au Portugal. Et si on voit les maps du Portugal, c'est comme un nez. Donc cette énergie passe par les îles Canaries et même Lisbonne, c'est comme le nez qui inspire. Et c'est une porte, tu vois. Portugal, ça veut dire une porte de la Gallia. Donc c'est une entrée aussi. Bon, et Espagne, France, tout ça, ça commence à bouger beaucoup. Il y a beaucoup de missions dans ces pays maintenant, des mouvements ésotériques. Andrea, et toi, qu'est-ce que tu as vu de tout ça? J'ai toujours été convaincue qu'on était comme des passeurs de relais. C'est-à-dire, on se passe le relais, on est comme des coureurs sur une grande distance et à un moment donné, on doit passer le relais à un autre. Et ça, c'est l'instructeur qui vient avant nous, après nous, etc. C'est magnifique. C'est quelque chose qui est très palpable et c'est dommage quand une personne, elle pense que c'est elle qui cristallise quelque chose, qui fait quelque chose parce qu'elle ne se souvient pas qu'il y a eu quelqu'un avant elle et qu'il y aura nécessairement quelqu'un après elle. Donc, il faut avoir cette perspective, c'est intéressant de le reconnaître. Et par exemple, dans un pays comme la France où effectivement la gnosis, elle a une autre façon d'aborder cet enseignement, une autre façon, on va dire, de recevoir cet enseignement. C'est plus anonyme, c'est plus calfeutré, c'est moins spontané que dans d'autres pays où ils embrassent, où ils enlacent la gnosis de tout leur amour, de toute leur force. La gnosis en France, elle est un peu frileuse. Souvent, on se rend compte que certaines personnes sont intéressées par cet enseignement, mais n'osent pas en parler ou n'osent pas en parler à leurs proches. C'est quelque chose de tout à fait naturel. La gnosis, elle a existé depuis que l'humanité existe sur la planète. Il y a rien d'extravagant, on va dire. Nous sommes des personnes normales, je ne sais pas si vous vous en rendez compte. Mais en tout cas, c'est au début, puisque tu me demandes de parler un peu d'une expérience, j'ai connu l'enseignement du maître Samael à travers un livre, même pas d'un instructeur. Donc c'est quelque chose qui est très, quelque part, déstabilisant parce qu'on a vraiment besoin d'un instructeur pour nous expliquer certaines choses. Et un livre ne suffit pas. Il faut partager la gnosis, il faut qu'elle passe par le regard, par le langage, par les arômes, la gnosis, elle est vivante. Elle ne peut pas se loger dans un livre simplement qu'on range et qu'on sort parfois d'une bibliothèque comme ça pour passer un peu de temps dans une lecture. Non, c'est pas ça la gnosis, c'est un partage. Oui. Donc, voilà. Et les instructeurs qui sont passés avant, qui peut-être tu as connus dans une époque, ils ont laissé comme une sémence?
Une graine qui a fleuri. Et après sont arrivés les missionnaires de Vénérable Maître Lakshmi, sont arrivés à Paris plutôt, et à Nice. Donc, et là, après, on continue à faire c'est comme une espèce de comme un petit sou, non, qu'on va aborder. J'aimerais demander à Jean-François. On se connaît depuis quelques années déjà. Jean-François a ouvert toujours son cœur et les portes du forum de phare gnostique. On a une grande reconnaissance à tout ça parce qu'on vit énormément de différentes expériences dans chaque pays. Donc, on ne sait jamais quand on va parler à un gnostique. Nous avons tous un même enseignement, mais peut-être une façon de le voir différent. Et parfois, la façon de voir peut se transformer même comme dans un langage différent, parce qu'on ne se comprend pas. Et avec d'autres, on se comprend tout de suite. Donc, je me rappelle que Jean-François a organisé une conférence pour le maître Michael. Je ne me rappelle plus combien de personnes ont participé, tu te rappelles? Une cinquantaine, je pense. Cinquantaine, et même des gens je me rappelle d'autres pays, non, de l'Afrique. Oui, tout à fait. Il y avait pas mal d'Africains. Ouais. Il y avait pas mal d'Africains, il y avait des Français. Et j'avais aussi invité des Canadiens qui étaient mes amis. Et je sais pas, en fait, parce que comme ils n'ont pas ouvert tous leurs caméras. Il y avait énormément de gens là. C'était une belle expérience. Aussi pour le maître Michael, j'ai senti que c'était comme une espèce de retour du maître Michael, parce qu'il a fait une mission à Paris qui a été une mission particulièrement difficile. Ceux qui connaissent son histoire, qu'il raconte des anecdotes un peu drôles, mais aujourd'hui c'est drôle quand on raconte. À l'époque, quand on l'a vécu, nous savons que c'était une grande aventure avec des grands obstacles, mais bon, ils sont arrivés quand même à laisser une empreinte missionnelle. Du coup, Jean-François, tu imagines combien de gens sont passés pour la gnosis? Est-ce que tu as une idée plus ou moins? Alors moi, en fait, ce que j'ai remarqué, en fait, comme ça fait donc 15 ans que le forum du phare gnostique est passé, j'ai vu donc énormément de générations de personnes intéressées, avec de grands espoirs dans certains. Et en fait, je vous avoue qu'il nous en est resté une dizaine de personnes sur des milliers de personnes qui se sont inscrites et qui ont disparu. En fait, on les a vus passer, un peu s'intéresser à la gnose, mais un peu comme une lubie. Et ils ne sont pas restés. Et ça fait drôle parce que donc j'ai vu peut-être une dizaine de générations de personnes différentes passer. Mais il ne faut pas être négatif, il ne faut pas se dire que ça... Bon, c'est vrai que Samuel a eu tendance à dire que c'était pour le petit nombre, cette connaissance. Mais ça peut toujours éveiller un peu une personne dans une vie et il peut reprendre cette connaissance dans une autre vie. Nous, on a décidé là, peut-être étrangement, de fermer le forum. Avant, tous les sujets étaient disponibles pour tous les invités, c'est-à-dire ceux qui n'étaient pas inscrits sur le forum. Et on a décidé en fait que les gens devaient faire un effort pour accéder à l'information. Et le premier effort que je leur ai demandé en fait, c'est donc je leur pose un questionnaire et ils doivent, dans un forum réservé aux débutants, qui leur est accessible, trouver les réponses à ces questions. Et je me rends compte là, parce que j'ai quelques exemples, que malheureusement, il y en a beaucoup qui ne font pas cet effort de recherche d'informations, alors qu'ils ont tout sous la main, ils peuvent me répondre aux questions, il leur suffit simplement de lire les sujets du forum, donc je leur donne les liens. Donc je suis déçu. Je suis déçu qu'ils n'osent pas, en fait, qu'ils n'investissent pas. Je leur demande juste peut-être une après-midi d'études. Et ils ne font pas cet effort. Mais d'un autre côté, derrière, ceux qui font cet effort, et donc j'ai eu la bonne surprise de voir ces gens arriver, et ils sont très enthousiastes. C'est-à-dire que l'enthousiasme permet en fait d'étudier
et de devenir membre du forum. Et ensuite, ils découvrent donc tous les sujets classés par thème derrière, en tant que membre. Et puis, il y a on a une petite communauté quand même de 5 à 10 membres qui ne viennent pas toujours au même moment. Et donc, ceux qui veulent poser des questions, eh ben, ils auront des réponses de ces membres-là. Voilà. Et en quelle année tu as fondé le forum? Alors, j'ai fondé le forum, c'était en 2008, donc c'était il y a 15 ans. Et c'était suite, en fait, à un de mes amis gnostiques qui avait lui-même fait un site où il avait mis toutes les traductions. Et en fait, je l'ai dupliqué pour qu'on ne perde pas d'informations au cas où il y en ait un des deux sites qui disparaissent. Le site, il est encore là, l'autre? Et l'autre, il a disparu, mais depuis pas longtemps. C'était aussi une bonne vision. Voilà. De faire cette... Voilà, on voulait à tout prix préserver, mais maintenant, les livres de Samuel se retrouvent sur plusieurs sites. Ça m'étonnerait qu'on puisse les perdre. Et il y a énormément d'ouvrages numériques qu'on peut trouver sur le net. Ils sont répandus. Attention, parce que le maître Laxmi a fait une prophétie qu'à la fin du temps, le livre disparaîtrait. Et très très peu d'étudiants qui sont les plus responsables conserveraient les livres. Et je pensais une chose, toujours dans le côté que les maîtres ne disent des choses pour rien. Si un jour le pouvoir occulte du monde veut effacer les livres, c'est un clic. Il y a Dieu Internet et tout ce qui est numérisé, même dans les drives, peut-être même dans les ordinateurs, sont un risque. Donc ce qui pourrait rester dans un moment donné, ça va être les livres physiques. Et on sait, pour une information directe, qu'aux États-Unis, il y a beaucoup de livres qui commencent à disparaître. Dans Amazon, par exemple, des sujets qui disent non, ça c'est plus bon pour que les gens ne te disent plus, ils le fassent. Donc, oui, même parfois d'informations sur Internet qu'on sait qu'elle est là et on la recherche à nouveau et on ne la trouve plus. Andrea, tu as vu ça aussi, non? À un moment donné que tu voulais chercher des informations, même par exemple par rapport à la médecine et tout ça, et tu ne trouvais plus les livres anciens, c'était toujours des livres modernes. Tu peux dire? Non, par rapport à cet épisode assez long que nous avons vécu il y a 2 ans déjà, pour ne pas le nommer. Mais effectivement, quand on faisait des recherches, même au niveau, dans le domaine médical, on avait accès à des fichiers sur Internet qui dataient des années 90, des années 80, même avant ça. Et quand on recherchait ces données, n'apparaissaient que les données datant de 2021-2022 et qui se répètent sur... Des nombres de pages hallucinants, quoi, de la première à la 15e, à la 20e page. C'est toujours cette date qui apparaît, 2021, 2022. Et alors, on va dire les informations, où elles sont passées où, quoi, les plus anciennes et qui ont une valeur extraordinaire, ces documents. Je ne vais pas dire une bêtise, parce que je ne sais pas les numéros par cœur, mais par exemple... Peut-être Google, il y a uniquement 3% de ce qu'il y a à l'Internet catalogué. Donc, à travers Google, tu vas accéder à 3% de tous les matériaux, des livres, des analyses, des histoires qui sont online. Et bon, je ne sais pas si vous avez encore des choses à ajouter. Peut-être j'avais des questions à vous poser. La gnosis, elle fait une intégration avec les cultures ésotériques aussi qu'il y a dans une région. Ça, c'est une autre valeur de la gnosis. Quand nous sommes arrivés à travers des cours en Inde, une des choses qu'ont dit les étudiants, c'est qu'à travers la gnosis, ils ont pu comprendre des choses qu'ils ont appris quand ils étaient enfants d'une façon mécanique, par exemple la religion, les Puranas, les traditions des dieux, mais qui, comme tout dans le monde, ça devient comme une tradition uniquement héréditaire, mais plus avec un enseignement vivant. Donc, à travers la gnosis, on était un peu nerveux de parler des choses aux hindous, parce que beaucoup de la nomenclature qu'on utilise, les dharma, karma,
énormément. Samsara. Non, et tous les termes dont parle le maître Dharmakaya. Samael quand il parle de certains degrés ésotériques aussi. C'est de l'Inde. De l'illumination, voilà. le Shamadhi et toutes ces choses, ça vient de cette tradition-là. Hein. Mais en fait, non, à fur et à mesure qu'on progressait dans la première chambre avec eux, on devenait plus confortable parce qu'on voyait qu'ils connaissaient les termes, ils arrivaient, quelques-uns oui, mais la plupart, ils arrivaient plus à interpréter. C'est comme on voit aussi dans le monde chrétien. Il y a beaucoup de gens qui se déclarent, par exemple, être catholiques ou être évangéliques. Mais quand je demande quelque chose de la Bible, ils n'ont plus une interprétation vivante. Je dis, qu'est-ce que ça veut dire? Ou qu'est-ce que ça représente, la Kabbale? Aucune idée. Donc là, il y a une intégration. Donc la noce arrive en France, ça va accomplir cette mission aussi. Alors, quelle culture on va voir ésotérique qui a fleuri dans les pays francophones qu'on doit la réactiver, par exemple? Je vais dire quelques-unes, peut-être vous pouvez m'aider. La tradition de Marie-Madeleine, de Santa Marie, au sud de la France, est très forte. Donc on commence à étudier ça profondément. Et que d'autre? J'ai l'impression qu'il faut rallumer une flamme. C'est comme des braises qui sont restées, qui sont un peu incandescentes, mais dans les endroits justement où la gnosis doit fleurir, il faut raviver ce feu, raviver cette flamme. C'est nécessaire. Et je crois que le maître Samael, il attend justement des personnes, comme tu le disais, Jean-François, qui s'intéressent à la gnosis, à cet enseignement, que ce soit des personnes qui fassent des investigations, qui fassent des recherches, pas pour le thème de savoir plus de choses intellectuellement, sinon pour aller redécouvrir des trésors. Et à ce moment-là, les trésors vont nous servir à nous, vont servir aux personnes qui vont s'approcher, qui vont vouloir partager ça, parce que peut-être même, déjà, eux, ils vibrent avec ces traditions-là. Donc, c'est alors, simplement... Alors, c'est très intéressant, parce que quand on parle, par exemple, du Saint Graal, alors il y a... c'est amusant, parce qu'entre les Pyrénées et la Catalogne, il y a comme une espèce de défi comme ça. Non, c'est nous qui connaissons les mystères du Graal. Les gens des Pyrénées disent non, c'est à Montségur que tout s'est passé. Et les gens en Catalogne, ils disent non, c'est à Montsalva. Mais le même terme, Montségur et Montsalva, ça veut dire la même chose. Ça veut dire mont, la montagne, sauvée ou celle qui sauve. Le Montségur, c'est le mont qui est sûr, qui donne cette sûreté. Donc, c'est des choses qu'on partage. C'est pas une question simplement géographique, c'est simplement nous retrouver entre nous et redonner de la vigueur à ces traditions et partager ça et apporter ce que chacun a compris de tout ça et apporter son grain de sable, apporter sa part du gâteau peut-être. Oui, et quelle d'autres écoles? On a vu Jean-François par exemple fleuri dans la gnosis ancienne, dans une époque, peut-être ça s'appelait pas gnosis, et qu'on doit l'intégrer à nouveau à la gnosis. Les cathares. Les cathares. Voilà, ça c'est une très importante. Les templiers. Les templiers. Quelques mots sur les cathares? Vous connaissez quelque chose de la tradition, Jean-François, peut-être? On les appelait les purs. Les purs, ok. Et pourquoi? Donc, je suppose que, bon, déjà, malheureusement, les cathares, ils ont été persécutés, ils ont été éliminés par l'Église catholique, parce que les deux peut-être étaient antagonistes, les deux enseignements. Et après, il faut penser aussi au premier siècle. Les premiers siècles, qui sont morts dans les arènes romaines, ce sont, les gens ne le savent pas trop, mais c'était des gnostiques. Et les gnostiques, ensuite, la gnose, en fait, c'était au départ, les gnostiques voulaient joindre le divin directement, sans prêtre. Ils voulaient passer directement, avoir la connaissance mystique directe. Donc ils expérimentaient par eux-mêmes beaucoup plus que peut faire un catholique qui va aller à la messe le week-end et puis pendant la semaine il va un peu oublier tous les préceptes juste pour y retourner le dimanche. Et donc les gnostiques, pour moi,
serait un peu le tronc central desquels a émergé donc les Templiers, les Cathars, les gnostiques d'aujourd'hui. Pour moi, c'est toute une lignée. Voilà. Merci. On a d'autres, hein, les alchimistes. Oui. Je ne sais pas s'il y avait des alchimistes dans la région où nous sommes, au sud de la France, mais c'était plutôt à côté de l'Espagne, Paris, non? Comment vous vous rappelez de ça? Non, mais parce que on va dire aussi que Nostradamus c'est connaissait vrai. l'alchimie, là à côté, et c'est le salon de Provence. Donc, ouais, c'est vrai. c'est juste, tu vois. seulement le Nord. Et ils étaient nombreux, les alchimistes. Il y a eu Raymond Lull, et Cagliostro, le comte Saint-Germain. Ils ont parfois le même nom. On avait une autre super importante, une autre courante spirituelle. Les Celtes. Les Celtes. Dans la capitale, le maître Samuel parle d'une capitale celte dans la région, c'est près de Nièvre, de Dijon, entre Dijon et Nièvre peut-être, les Côtes d'Or, les Morvan, les Sud-Morvan. Donc il y avait une capitale avec milliers des étudiants d'architecture, de l'art, de l'astrologie qui ont été effacés après avec les guerres, l'invasion. Bien, c'est pas, vous voulez ajouter quelque chose? Je vais dire que en vous écoutant, c'est intéressant parce que parfois quand on donne les cours, il y a des gens qui ont cette, comment dire, cette impression d'être divorcé un peu de la divinité de Dieu. Quand on parle de tout ça, ça fait comme un peu non, parce que l'éducation, ils veulent s'éloigner de tout ça. Mais comme vous parlez on peut voir que c'est même dans la culture du pays de France. Donc c'est de retrouver toutes ces connaissances occultes et l'intégrer et le voir comme pas une chose comme non, ils m'ont éduqué comme ça et j'ai de la haine, non, mais non, c'est voir les côtés beaux. Je ne sais pas si je peux l'exprimer bien. Oui, quand tu parlais, c'est un mot qui est venu c'est un trésor. C'est comme que quelqu'un a un trésor, elle hérité un trésor, mais comme elle ne connaît pas, il y a peut-être dédié à regarder ailleurs. Donc elle va vivre toute sa vie en ignorant qu'elle a un grand trésor. Je pense que quand on parle de certains pays qui ont eu une culture énorme au niveau spirituel, c'est vraiment dommage qu'on avance à l'alcance de la main, comment dire, c'est accessible et à portée des mains et serait très très joli dans la vie d'une personne de pouvoir faire un petit effort, comme disait Jean-François parfois. C'est un petit effort qui ouvre une grande fenêtre merveilleuse de notre vie et qui pourrait nous apporter des moments de joie, d'inspiration, des beautés internes, de voir la vie d'une façon beaucoup plus optimiste que même. André? Oui, parce qu'en fait, on voit, c'est intéressant, on a parlé du côté culturel, du côté de la tradition et de ce qui s'est passé dans les temps passés, dans notre passé. Mais moi, je donne le témoignage que la gnosis, elle m'aide à vivre le moment présent. C'est-à-dire, en connaissant la gnosis, en sachant quel travail je dois faire sur moi pour me connaître, pour éliminer certaines choses qui me pèsent, pour acquérir certaines choses que j'avais laissées de côté, comme tu disais, Itiar, ça m'a permis de passer des étapes très très dures que l'humanité a dû passer il y a quelques temps de ça, qui n'est pas très très loin derrière nous. Et tout ce travail qu'on fait sur nous-mêmes, c'est quelque chose qui fait que la gnosis, elle est vivante en nous, elle est actualisée. C'est pas quelque chose du passé, c'est pas seulement penser à comment étaient les gnostiques des siècles auparavant. C'est savoir que cet enseignement, il nous permet de voguer, il nous permet de naviguer, il nous permet de savoir comment prendre les vagues qui font que notre vie, elle est loin d'être un long fleuve tranquille. Elle est parsemée de situations, d'événements et tout ça. Et la gnosis, je donne ce témoignage, elle m'a aidée à
comprendre profondément certaines choses et à pouvoir mener ma barque. Voilà. Il y a une disciple de Christ, Marie-Madeleine, qui ont fait une relation toujours très étroite avec la sagesse, l'étude, la connaissance. Et c'est justement la même qui amène un baume au maître. Donc cette baume, qu'on pourrait faire une relation Magdalène avec la gnosis, très, très important. Le baume pour que nous puissions aujourd'hui équilibrer notre vie et sans tomber uniquement dans le matérialisme aveugle et conserver cette flamme spirituelle dans nos cœurs. Bon, si vous voulez dire au revoir, quelques mots, Jean-François. Merci beaucoup pour avoir venu aussi loin au niveau de la France, participer dans notre émission. Merci à vous de votre accueil et continuez à rechercher la lumière. Merci Mathias pour la partie technique. Chaque jour on arrive à pas avoir des ennuis parce que c'est vraiment la partie technique. Donc Mathias fait un travail qu'on ne voit pas dans la caméra, mais il y a énormément. Je pense qu'il y a 50 mètres de câbles là, sur la table. Et bon. Donc si vous avez aimé notre travail, si vous avez aimé les sujets que nous abordons et la mission que nous sommes en train de réaliser, n'oubliez pas de liker notre vidéo, de partager avec vos amis, vos connaissances et personnes que vous supposez qui puissent être intéressées, qui puissent être aidées pour avoir une motivation spirituelle dans la vie. Et de suivre nos activités. Bonne nuit à tous. Bonne nuit. Merci beaucoup, Itia, André, Jean-François, Mathias. Merci. À bientôt.